Bonjour et bienvenue dans cette émission du 9 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant grâce à vous et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, au retour de quelques jours de pause, dans la joie de vous retrouver, nous allons inaugurer une série qui se penchera sur les démarches judiciaires mises en œuvre pour tenter de protéger nos droits face à la dérive totalitaire en cours, et aujourd'hui en particulier autour du concept si important et si urgemment criant, hélas, de déni de justice. En rappelant pour commencer la différence entre le juridique, c'est-à-dire ce que prévoit le droit, et le judiciaire, soit la manière dont les institutions juridictionnelles accordent ou non gain de cause aux plaignants pour leurs plaintes légitimes en établissant ce qui relève de quelles caractéristiques, critères ou qualifications juridiques. Et puis après, en fonction évidemment de l'intégrité et de la compétence des magistrats en charge des dossiers. En rappelant bien sûr en préambule que les périodes de dérive totalitaire se caractérisent par un décalage entre le juridique et le judiciaire. C'est-à-dire que ce qui est normalement appliqué comme droit et ce dont les institutions judiciaires sont le garant en termes d'équité, d'impartialité, de respect des droits du justiciable, de bonnes procédures dans la manière d'instruire et de prendre des décisions, tout d'un coup sont mises en difficulté. Pourquoi ? Parce que le système est devenu délirant, il est devenu fou, et il est devenu systémiquement corrompu, c'est-à-dire qu'il ne remplit plus sa tâche et sa mission première. Alors je vous renvoie évidemment à l'excellent livre d'Ariane Biran, Psychologie du totalitarisme, qui vient de sortir aux éditions Guy Trédaniel. Elle vient aussi de donner une interview sur la chaîne Toxin Média, et la journaliste qui l'a interviewée a déclaré après cette interview à son équipe « Je viens de finir l'interview qui sera peut-être la plus grosse interview de l'année, pas forcément en termes de buzz, mais en termes de compréhension de notre monde. » Et vraiment, il faut remercier Ariane Biran de la qualité des analyses qu'elle apporte et qui, effectivement, permettent de lire avec une intelligibilité, une lucidité également optimale la réalité de ce qui nous arrive. Alors j'aimerais juste en préambule partager avec vous une petite anecdote familiale. Un jour que je conduisais ma voiture avec ma fille âgée d'une dizaine d'années, je ne sais pas pourquoi, le sujet comme ça dans la conversation a dérivé sur le comportement des mouches et le comportement des chats. Et à un moment donné, étant donné que j'établissais le fait qu'une mouche n'est pas un chat, ma fille du haut de ses 10 ans, avec ce toupet et cette mauvaise foi glorieuse qu'il est permis d'avoir à cet âge, même si certains adultes malheureusement persévèrent dans cette voie, m'a répondu « Les mouches sont des chats ». Et effectivement, ce sont des postures régressives qui sont naturelles chez l'enfant, qui sont même amusantes et drôles, mais dont on comprend bien à quel point elles deviennent problématiques lorsque ce sont des adultes et des garants d'un ordre institutionnel qui se permettent d'entrer dans ce genre de délire. C'est-à-dire qu'ils s'exonèrent à la fois du réel et de ce qui est vraisemblable, mais également de tout l'ordre juridique et des procédures judiciaires. Et c'est ce que nous allons commencer à aborder aujourd'hui comme thème. Alors j'aimerais également rappeler vraiment et rendre hommage à tous les juristes et avocats valeureux qui, depuis 3 ans, font tout ce qu'ils peuvent dans un contexte évidemment très négatif pour essayer de faire prévaloir le droit qui a été piétiné de tant de manières et de tant d'endroits à tant d'endroits. Je pense évidemment à Virginie de Aojo-Requia qui a mis en œuvre une action absolument admirable, mais également à maître Joseph Gilbert, à maître David Guyon, bien sûr à maître Carlo Alberto Brusa, à maître Fabrice Divizio, à maître Thomas Benagès, et bon, je m'excuse pour tous ceux que je ne citerai pas, mais donc Dieu merci
comme dans le domaine de la médecine, comme dans le domaine du journalisme, comme dans le domaine de l'action politique, comme dans le domaine de la sociologie, il y a quelques personnalités vaillantes et courageuses qui n'ont pas hésité à mettre les mains dans le cambouis pour essayer de ne pas laisser ce dont il est question partir à volo dans la dérive totalitaire. Soulignons également l'importance de certains collectifs, comme bien sûr Bon Sens, Xavier Azalbert et Christian Perron ont été extrêmement actifs, bien sûr aussi l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, la MCIB, le syndicat Liberté Santé, je vous entretiendrai d'autres procédures en cours que le syndicat a initiées, et puis un collectif, CSAPE, collectif Syndicat Association Professionnelle Européen, dont je vous entretiendrai également d'un certain nombre de démarches. Alors j'aimerais revenir sur cette plainte à la Cour de justice de la République qui a été déposée par Xavier Azalbert et Christian Perron, suite aux propos mensongers de l'actuel ministre de la Santé. On sait que leur durée de vie est particulièrement courte dans le gouvernement actuel, Aurélien Rousseau, sur France Inter, qui avait évidemment fait un certain buzz, puisque le ministre avait osé prétendre qu'il n'y aurait pas d'effet secondaire à l'injection génique expérimentale, qui est à nouveau recommandée à la faveur de la saison des refroidissements. Vous pouvez entendre à ma voix qu'effectivement, cette saison est de retour. Et donc le 2 octobre, M. Rousseau, sur France Inter, a dit « On a un vaccin qui est plus efficace que celui de l'an dernier. » Bon, ça, déjà, c'est pas sûr, mais ça serait pas difficile, étant donné à quel point celui de l'an dernier ne l'était pas du tout. Il correspond parfaitement aux souches, ce qui est faux. Bon, voilà, et on a un vaccin, maintenant, on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller. Or, eu égard aux informations scientifiques disponibles dans de nombreux pays, les documents officiels des autorités sanitaires françaises et européennes, mais également la documentation publiée par le fabricant, même si elle est truffée de fraude, on retrouve quand même des éléments qui montrent que cette affirmation s'avère en réalité parfaitement fallacieuse. Et donc, il y a eu un grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Et donc, Xavier Azalbert et Christian Perron ont porté plainte devant la Cour de justice de la République contre le ministre de la Santé pour tentative d'escroquerie au consentement à l'injection soi-disant immunogène contre la Covid-19. Et des collectifs de victimes des injections ont été invités à se joindre à la plainte. Alors, j'ai envie de dire, le cas, mais comme ça s'est déjà produit un certain nombre de fois, était absolument évident. On a un ministre en exercice qui donne des informations fausses à la population pour l'inciter à adopter un certain comportement ou se soumettre à un acte médical. Le délit est caractérisé, il est qualifié. Eh bien, non. Dans le monde où les mouches sont des chats et les chats sont des mouches, par un courrier du 16 octobre reçu le 30, ladite Cour de justice de la République informait les parties, classer sans suite la plainte, car celle-ci, selon elle, ne comportait pas d'éléments de nature à caractériser un crime ou un délit commis par le ministre dans l'exercice de ses fonctions. Et ceci de nouveau, alors même que, et les plaignants s'en étaient prévalus, l'ANSM a recensé plus de 200 000 effets secondaires de l'injection anti-Covid, dont 25% de graves. Et on sait qu'il y a un sous-reporting qui fait qu'il faut multiplier par au moins 20, mais probablement 50 ou 80, la réalité de ces chiffres pour arriver à ce qui est effectivement observable dans la réalité. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a déjà indemnisé plus de 70 victimes des effets secondaires de l'injection anti-Covid. Donc, il y a des cas qui ont été reconnus d'effets secondaires graves. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, on s'en souvient, même s'il a conduit une enquête extraordinairement partiale et au fond peu honnête, sous la conduite de Cédric Villani, eh bien, a malgré tout reconnu l'existence d'effets secondaires et Amin Umli, le docteur en pharmacie et juriste du droit de la santé bien connu, a rappelé les règles qui s'imposaient et n'ont pas été respectées pour de tels produits pharmaceutiques. Enfin, il y a des signalements dans d'innombrables pays qui confirment cela. Et donc, les plaignants, Christian Perron et Xavier Azalbert, ont considéré, à juste titre bien sûr de mon point de vue, qu'il s'agissait d'un déni de justice et donc ont déposé plainte
contre les magistrats qui se sont prononcés. Et donc, ils se sont rendus le vendredi 3 novembre au poste de police rue Faber dans le 7e arrondissement pour déposer une plainte contre les magistrats ayant rendu la décision, dont vous voyez la liste s'afficher actuellement à l'écran. Et c'est très important, parce qu'une personnalité qui occupe une fonction, une position publique, institutionnelle, évidemment a une responsabilité envers le peuple, qui est le souverain, en théorie du moins dans nos démocraties. Et dès lors qu'aujourd'hui, l'ensemble des juridictions, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, les différentes cours qui ont été saisies sont pour l'instant en Europe gravement défaillantes, c'est-à-dire n'assument pas leurs responsabilités vis-à-vis des justiciables en toute impartialité et en toute intégrité, il est important, bien sûr, de mettre les gens qui se rendent coupables de tels agissements, de telles dérives, devant leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne peut d'un côté prétendre occuper des positions comme celles qu'ils occupent et en avoir tous les avantages en termes de prestige social, en termes de revenus, en termes de... On sait la somme de privilèges qu'il existe en France au sein de l'appareil d'État, et ne pas du tout fournir le travail qu'il convient de fournir. Autre déni de justice absolument spectaculaire, Amin Umlil, que je viens d'évoquer, a été convoqué devant l'ordre des pharmaciens. On se rappelle qu'il a été révoqué de la fonction publique pour avoir fait son travail et avoir respecté ce que la loi sur la santé prévoit en termes de responsabilité des professionnels, de dénoncer les dérives et les anomalies qu'ils constatent. Mais non content de cette sanction extrêmement violente pour un professionnel, l'ordre des pharmaciens a de surcroît infligé une suspension de 3 ans avec 1 an de sursis à Amin Umlil, alors qu'il n'a fait que son métier. Alors si vous souhaitez évidemment comprendre ce qui s'est déroulé et entendre ce qu'Amin Umlil en dit, vous pouvez vous tourner soit vers le magazine Nexus, soit vers François, mais je citerai mon bon vieux au bon tweet français qui résume fort bien la situation. La France est un pays tellement corrompu et toutes ces officines composées de gens tellement lâches que quand un homme fait bien son métier sans tenir compte d'un dogme absurde et médicalement faux, il est suspendu 2 ans, soutien plein et entier auquel je m'associe évidemment à Amin Umlil, et honte à l'ordre des pharmaciens. Et ceux qui ont pris ces décisions, qui sont des décisions politiques, qui sont des décisions de nature soviétique, bureaucratique, franchement, resteront dans l'histoire comme ayant été une disgrâce pour leur profession et pour l'éthique qui doit la fonder, sachant que dans les textes de l'ordre des pharmaciens, il est rappelé l'indépendance professionnelle, que le pharmacien doit se voir garanti, en disant de surcroît, l'indépendance professionnelle n'est pas une fin en soi, c'est une nécessité éthique. Pour notre profession, le public et les malades doivent continuer à être certains que nous faisons passer leurs intérêts en priorité sans nous soumettre à aucune pression contraire à la déontologie. Eh bien voilà ce que l'ordre des pharmaciens a piétiné dans un immonde déni de justice. Alors une autre personnalité admirable qui est elle aussi confrontée à la vindicte des ordres corrompus, le sien en l'occurrence c'est les médecins, gynécologues, obstétriciennes, Laurence Kaiser, à la sortie de sa comparution devant l'ordre des médecins en Belgique, a eu cette phrase magnifique que je partage avec vous: « Avant un raz-de-marée, la mer se retire ». On est là, chacun campe sur ses positions, chacun retient son souffle, mais le tsunami de la vérité va arriver et on va faire du surf sur la vague. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite, mais il est évident que même si pour l'instant nous butons sur la malhonnêteté, la corruption, la lâcheté des organes et des juridictions correspondantes, tôt ou tard, nous obtiendrons le fait que la vague arrive, et oui, alors il nous reviendra de surfer. Je suis heureux de vous annoncer une fois de plus, mais la sortie prochaine, nous sommes à bout touchant désormais de mon livre Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid, comment et pourquoi ils ont fait tout faux, à quand leur mea culpa,
aux très bonnes éditions Résurgence, édition Marco Pieter, en Belgique, qui a déjà publié énormément de livres intéressants, dont celui de Robert Kennedy Jr. sur Fauci, Gates et consorts, avec une préface, et je lui en suis évidemment très reconnaissant, du professeur Didier Raoult, et dans lequel l'ouvrage Je disséquerai toutes les facettes du désastre, mais aussi toutes les compromissions qui l'ont rendu possible. Il ne vous aura pas échappé que je jouis désormais d'une nouvelle ligne visuelle. J'espère que vous la trouvez aussi belle et convaincante, élégante que c'est mon cas. Je la dois à un graphiste designer suisse qui vit en Argentine, qui s'appelle Phil Henner. Je vous mets ses coordonnées à l'écran. Il a fourni ce travail gracieusement et je l'en remercie. Donc si jamais vous avez besoin d'un graphiste et que sa créativité vous plaît, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Et nous reprenons à partir d'aujourd'hui le cours de nos émissions quotidiennes. Je vous rappelle que je dépends entièrement du soutien des personnes qui apprécient mes émissions. Donc si vous appréciez notre travail, soutenez-nous pour que nous puissions continuer à vous soutenir. Mon but est de donner de l'information, non pas celle qu'on trouve déjà sur d'autres canaux, mais d'une information peut-être différente ou présentée d'une manière qui va venir renforcer l'intelligibilité, la cohérence, la salutogenèse et la résilience, car nous sommes soumis à un régime très toxique depuis plus de 3 ans, cela ne vous aura pas échappé, et la nourriture intellectuelle, affective, existentielle est vitale pour nous permettre de traverser ces épreuves. Donc si le cœur vous en dit, abonnement à partir d'€1 par mois, possibilité de faire une donation libre, et je vous retrouverai de toute manière demain pour une prochaine émission. Merci.